En janvier 1983, une jeune artiste de 29 ans, qui s'appelait Susan Kare, était embauchée dans une start-up qui, plus tard, devenait un peu plus connue, qui s'appelait Apple. Et elle était embauchée avec une mission assez simple apparemment, qui était de transformer l'interface graphique des machines de la société Apple de manière à les rendre plus sympathiques, plus agréables, plus accueillants, plus simples à comprendre aussi pour des utilisateurs qui n'étaient pas des informaticiens diplômés. Et elle devait faire ça avec un certain nombre de contraintes. La première, c'est que Susan Kare, à l'époque, elle n'y connaissait vraiment pas grand-chose, ce qui, a-t-elle expliqué plus tard, en faisait le parfait bêta-testeur pour les clients de la société Apple. Deuxième contrainte qu'elle devait relever, c'est qu'au sein de la société Apple, elle était la seule graphiste, elle était entourée de programmateurs, d'ingénieurs en informatique, pour qui le graphisme au sens large était vraiment le cadet de leurs soucis. Dernière contrainte, et pas des moindres, une contrainte technique liée aux écrans de l'époque, elle devait faire ça dans une grille de 32 par 32 pixels, c'est-à-dire imaginez 32 tout petits carrés qui devaient s'afficher soit en blanc, soit en noir, et avec ça, elle devait faire quelque chose qui était beaucoup plus sympathique pour les utilisateurs. Elle rentre en janvier 83. En janvier 84, Apple lance son Macintosh. Donc, en l'espace de 12 mois, Susan Kare avait inventé des nouvelles icônes qui avaient révolutionné l'histoire de l'informatique, par exemple le fameux lasso, pour ceux qui s'en souviennent, le Macintosh souriant qui s'affichait lorsqu'on allumait la machine. Donc ça, c'est du côté des icônes. Et peut-être encore plus important, elle avait inventé les premières polices informatiques à espacement proportionnel, c'est-à-dire que l'espace s'ajustait en fonction de ce qui s'affichait à l'écran. L'histoire de Susan Kare est pour moi un des exemples les plus spectaculaires, mais bien évidemment la liste est infinie, de personnes qui, face à des contraintes, trouvent le moyen de le transformer en opportunité créatrice. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça à vous, les DRH? Parce que je vous entends beaucoup dans mon programme Révolution RH arriver avec la liste des contraintes contre lesquelles vous devez vous battre au quotidien. Et bien avec cette vidéo, je vais vous aider à changer de point de vue sur ces contraintes et à vous dire que dans ces contraintes se niche sans doute l'opportunité de créer quelque chose qui soit différent, nouveau, beau, qui nous permette à tous de faire de nos vies professionnelles des créations artistiques. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Dans un livre que je vous recommande vivement, qui s'appelle Practice, Seth Godin, un des monstres sacrés du marketing aujourd'hui, et en plus probablement une des personnes les plus intelligentes de toutes celles qui m'arrivent de lire en ce moment, Seth Godin liste 10 grandes catégories de contraintes dans notre vie professionnelle et personnelle. La première, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est le temps. Ensuite vient l'argent. Combien est-ce que j'ai à investir? Qu'est-ce qui me limite en matière d'argent? Ensuite, le format qui nous est imposé, par exemple, par un donneur d'ordre. Les membres de l'équipe, on ne peut pas toujours choisir avec qui on bosse. La confiance des utilisateurs, est-ce que je vais arriver à les convaincre que ma proposition, mon produit a de la valeur pour eux? Est-ce qu'ils vont me faire confiance alors qu'ils ne me connaissent pas forcément? Les matériaux, pour tous ceux qui créent avec des matériaux réels, physiques. La technologie, on en parlait à propos de Susan Kare. La réglementation, les lois de la physique, et enfin, le status quo, on a toujours fait comme ça. Ce que montre Seth Godin, c'est qu'après avoir listé ces 10 catégories, c'est qu'on peut souvent arriver à faire bouger une ou deux contraintes, mais pas toutes les contraintes. Et que donc, à un moment, une fois qu'on a réussi à ajuster une ou deux, les autres, il va falloir faire avec. Et j'ai bien dit avec, j'ai pas dit contre. Parce que souvent, notre première habitude, c'est de râler ou de nous plaindre. C'est-à-dire critiquer ce qui est externe à nous et qui, vu de notre fenêtre, est un blocage à notre créativité. Nous allons nous plaindre, nous allons râler, nous allons lutter contre. Et en faisant ça,
puisqu'elles ne peuvent pas bouger, que ça ne dépend pas de nous au fond, qu'est-ce que nous faisons? Nous perdons une quantité considérable d'énergie, nous perdons une quantité considérable de temps, de moyens, nous mettons à dos une partie des personnes dans notre équipe. Bref, qu'est-ce que nous faisons? Nous augmentons les contraintes au lieu de les diminuer. Et donc, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est arrêter de lutter contre et bien plutôt jouer avec, danser avec. Arrêter de se battre contre des moulins à vent, à la façon d'un fameux espagnol Don Quijote, mais plutôt nous adapter, c'est-à-dire aller trouver des solutions pour utiliser ces contraintes pour faire quelque chose de neuf. Comment rentrer dans cette danse? La première chose que nous devons faire, c'est de réapprendre à focaliser notre attention. Le résultat, finalement, dépend beaucoup moins de nous, voire pas de nous, alors que le processus, lui, dépend de nous. Donc, concentrons-nous sur notre effort journalier, sur notre avancée jour après jour, et comme le dit Seth Godin, « Trust the process and stick to it ». Deuxième chose, comment ne pas nous décourager? Comment ne pas, à un moment, avoir envie de retourner sur l'objectif final? Eh bien, là, je vous propose ce que j'ai appris dans un autre bouquin dont j'aurai sans doute l'occasion de vous reparler, The One Thing de Gary Keller. Ce qu'il recommande dans ce bouquin, c'est de nous fixer une chose, un pas, peu importe l'importance de ce pas, mais de nous fixer une chose, un pas à réaliser par jour. Et le deuxième conseil qu'il donne, c'est de mettre ce pas le plus tôt possible dans notre journée, de manière à avoir le plus d'énergie positive disponible pour réaliser ce pas. Et ensuite, d'abattre la longue suite de choses secondaires qui sont requises par les personnes autour de nous. Troisième conseil que j'ai appris d'un monsieur qui s'appelle Nicholas Kusmich, avec lequel je bosse en ce moment d'un point de vue marketing. Un Américain totalement déchaîné et qui me fascine par l'énergie positive qu'il dégage. Lors du dernier meeting que nous avons eu avec lui, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il disait « Apprenons à nous faire confiance à nous-mêmes. Apprenons à muscler notre commitment, c'est-à-dire notre capacité à nous engager à faire quelque chose. Choisissez une chose qui n'est pas forcément très agréable pour vous, peu importe la chose que vous aurez choisie, mais si vous vous engagez à le faire tous les jours, alors vous allez muscler la capacité que vous aurez à tenir the one thing un jour, une chose importante par jour, une chose importante pour vous. Quatrième élément, ne cherchons pas en permanence à trouver des raccourcis. Nous sommes dans une société qui est marquée par une accélération continuelle. Nous voyons des gens qui du jour au lendemain deviennent célébrissimes. Nous avons l'impression que toute l'information est à portée de clic. Il fut un temps où, lorsque nous voulions nous connecter à Internet, nous devions attendre parfois 1 minute ou 2. Aujourd'hui, quand au milieu de nulle part, nous avons notre téléphone qui ne se connecte pas instantanément, nous avons envie de le jeter dans les buissons. Donc cette accélération permanente a fini par nous faire croire que nous pouvions tout accélérer. C'est faux. Un processus créatif vrai, la création d'une solution vraiment neuve, passe par un processus répétitif et des pas successifs pour arriver justement à produire quelque chose de neuf. Cinquième chose que nous pouvons dire pour rentrer dans une danse avec les contraintes, il n'y a rien outside of the box. Je n'ai jamais compris cette phrase pourtant culte en management, think outside of the box. Pour être vraiment créatif, il faut être capable de se mettre en dehors de la boîte. Moi, quand j'entends ce genre de phrase, ça me fait penser à quelqu'un qui serait dans la bouteille et à qui on dirait « il y a quoi marqué sur l'étiquette ?» J'en sais rien, je suis dedans. C'est ce genre de double contrainte ou d'injonction paradoxale qu'on entend aussi quand dans les entreprises, on entend cette phrase « mais enfin, sois plus spontané ». Je fais ça comment? Si je suis spontané, justement, je ne peux pas m'obliger à être spontané, ça serait le contraire de la spontanéité. Je ne vois pas comment on peut se mettre à distance de soi-même, à distance de son cadre de référence, à distance de ses émotions, à distance de sa manière de penser. Ça n'a aucun sens. Mon idée, c'est pas de
penser en dehors de la boîte, mais c'est de chercher à élargir sa boîte, son cadre de référence, sa créativité, ses ressources, son imaginaire, ses émotions. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En se mettant au bord, au moment où on est en léger déséquilibre, où c'est plus tout à fait confortable, certes, mais il ne s'agit pas pour autant de sortir de sa zone de confort. Il s'agit encore une fois de chercher à l'agrandir, à développer de nouvelles compétences. Et pour ça, évidemment, ça sera au moment où nous serons en confrontation avec les contraintes, ce sera le moment où nous devrons réfléchir autrement, au lieu de répéter des choses que nous avons déjà 1000 et 1000 fois appliquées. Plein de recherches scientifiques ont montré qu'un apprentissage ancré, c'est un nouveau chemin neuronal avec une gaine de myéline qui rend l'influx nerveux beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense à l'arrivée. Pour développer cette gaine de myéline, nous avons besoin de nous planter. Nous avons besoin de nous confronter à la contrainte et d'apprendre à faire quelque chose avec, plutôt que de dire simplement « Ah bah non, tant que j'ai pas le budget, tant que j'ai pas ça qui me manque, alors je ne ferai rien, je ne peux rien faire. » Pensez par exemple, pour ceux qui ont vu ce film, à la vie de Brian des Monty Python. La scène cultissime des chevaliers qui arrivent devant le château fort défendu par les Français, évidemment orduriers, innommables, sales, bref. Mais donc ces chevaliers arrivent et les sabots des chevaux sont faits par des bruits de noix de coco, de coques de noix de coco vides qui sont frappés en rythme. C'est hilarant, on se dit mais comment ont-ils eu cette idée aussi géniale? En fait la réponse est toute simple, ils n'avaient pas le budget pour se payer des vrais chevaux. Donc ils ont fait de cette contrainte, ils ont fait une ressource pour obtenir un effet comique génial. De l'autre côté, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film qui est probablement un des plus gros budgets dans l'histoire des comédies mondiales, qui s'appelle Pluto Nash, avec un acteur pourtant remarquable dans le registre comique qui s'appelle Eddie Murphy. Pluto Nash a eu un budget de 120 millions de dollars et a fait des pertes de 113 millions de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, le montant des recettes les 7 millions de dollars de recettes de Pluto Nash par rapport à un budget de 120 millions, ces 7 millions, c'était exactement le budget dont disposaient les Monty Python pour faire leur film La vie de Brian. Mais en fait, avoir un budget limité, avoir des ressources illimitées en temps, en argent, en personnes, peut-être qu'en fait, ça pourrait devenir un boulet à ma créativité. Vous, les DRH, et c'est pour ça que j'adore travailler avec vous, pour vous, vous voulez changer le monde. Mais il va falloir apprendre à le changer une chose à la fois. Apprendre à changer ce monde-là qui vous entoure avant de vouloir changer le monde dans son ensemble. Une chose par jour à la fois. Et à le faire en arrêtant de lutter contre la contrainte, mais en accueillant la contrainte, en lui disant « Yes, merci d'être là ». Grâce à ça, je vais trouver des solutions neuves. Une phrase de Baudelaire m'a toujours beaucoup porté, marqué, aidé. De la forme étroite, l'idée jaillit plus intense. Vous les DRH, vous êtes au carrefour de plein de contraintes. C'est-à-dire vous êtes les réceptacles de plein de demandes, de plein de plaintes, de plein d'autres contraintes de personnes de votre entreprise. Donc oui, c'est probablement encore plus difficile pour vous que pour d'autres personnes de l'entreprise de vous dire « mais en fait ces contraintes sont une source de créativité ». Si vous arrivez à faire pivoter et à commencer à danser avec ces contraintes et à proposer des solutions neuves à partir en utilisant ces contraintes, alors vous deviendrez la source numéro 1 de créativité dans vos entreprises. Si vous vous dites « j'en ai marre de me plaindre des contraintes », il doit y avoir moyen de rendre ça joyeux. Si vous vous dites « moi aussi je veux devenir la source numéro 1 de créativité dans mon entreprise », ça va être ça mon leadership dans cette boîte. Et qu'en même temps vous vous dites « ouais, mais peut-être qu'au début j'aurais besoin d'un petit coup de main, peut-être qu'au début j'aurais besoin d'énergie, j'aurais besoin de pouvoir compter sur le soutien d'un groupe », alors venez dans le programme Révolution RH. Je vous mets le lien en dessous. Vous aurez quelques questions auxquelles répondre pour me préparer mon entretien avec vous. Et ensuite, vous cliquez sur mon agenda, vous choisissez un rendez-vous et j'en cause avec vous. Mon but, c'est de faire que les DRH deviennent une puissance créatrice au sein des entreprises. Je pense profondément que c'est ça votre forme de leadership
Et je pense que c'est grâce à ça que vos entreprises deviendront puissantes. Très bonne semaine.